À la fin du XVe siècle, Fernando de Roi d'Aragon et son épouse Isabelle, reine de Castille et de Léon, menèrent une guerre de 10 ans pour soumettre la dernière partie maure de l'Espagne, l'émirat de Grenade. Pour la reine Isabelle, cette croisade revêtait une profonde signification. Son ancêtre Saint Fernando, roi de Castille et de Léon, avait mené une grande campagne pour soumettre Cordoue et Séville. À présent, Isabelle se voyait comme celle qui achevait son œuvre. Elle aspirait à ramener le territoire de Grenade pour la première fois en 8 siècles sous la domination chrétienne. Le roi et la reine ont débuté leur croisade en 1482. L'émirat de Grenade, dirigé par la dynastie Nasride, était petit mais bien situé dans le sud-est montagneux. Conquérir les villes bien défendues de Grenade serait une tâche éprouvante et périlleuse. Depuis Rome, le pape offrit son soutien, déclarant la campagne comme une croisade dotée d'un mérite spirituel. Au sein même de Grenade, l'unité ne prévalait pas toujours. Le souverain de Grenade, l'émir Boabdil, devait faire face à des factions rebelles et même à des membres de sa propre famille. Cependant, la menace venant d'Aragon et de Castille forgeait souvent une unité d'objectifs parmi les musulmans de Grenade, même lorsque le leadership de Boabdil se révélait moins que décisif. Le plus grand rival de Boabdil serait son propre oncle, Elzegal, un commandant militaire courageux et compétent qui inspirait loyauté et bravoure parmi l'élite martiale musulmane. À la fin des années 1480, Fernando et Isabelle avaient fait beaucoup de progrès, mais Elzegal restait leur plus grand adversaire dans la croisade. Tandis que Boabdil régnait depuis Grenade, Elzegal détenait la puissante forteresse côtière d'Almeria, l'un des principaux bastions encore contrôlés par les musulmans. Rejoignez-nous aujourd'hui alors que nous explorons en détail l'histoire de la reine Isabelle et la guerre de Grenade, la bataille finale de la Reconquista de l'Espagne qui a duré des siècles. Et souvenez-vous, il n'y a pas de meilleur professeur que l'histoire. Fernando II d'Aragon était un administrateur et un général brillant, mais son épouse l'égalait par ses talents. Isabelle I de Castille était une politicienne intelligente et avisée, ainsi qu'une chrétienne profondément pieuse. Elle avait des goûts austères, fuyait le luxe, et apportait une détermination légendaire à chacune de ses entreprises. Au teint clair, avec des cheveux blonds vénitiens et des yeux bleu-vert flamboyants, sa beauté était également largement reconnue. Dès sa jeunesse, Isabelle était consciente du passé de croisade de sa famille. Parmi ses ancêtres figuraient en eux de nombreux rois conquérants de Castille, dont Saint Ferdinand, qui avait pris Cordoue et Séville aux émirs des Taïfas et au califat almohade. Le rêve d'Isabelle était d'achever l'œuvre de ses ancêtres en conquérant le dernier émirat mort basé à Grenade. Une fois qu'elle et son mari eurent réglé les affaires intérieures de leur royaume, Isabelle commença à tourner ses pensées vers la croisade. Malgré sa petite taille, l'émirat montagneux de Grenade ne serait pas une conquête facile. Ses ports animés de Malaga et d'Almeria entretenaient des liens étroits avec les puissances musulmanes du Maroc et de l'Algérie en Afrique du Nord. La côte était si accidentée qu'une attaque navale était hors de question, et ses approches montagneuses au nord et à l'est étaient efficacement protégées contre toute invasion. Une attaque contre Grenade devrait venir de l'ouest, là où les montagnes se transformèrent en collines et où la campagne était entrecoupée de vallées pouvant permettre le passage d'une armée. De plus, le royaume de Grenade était densément peuplé de certains des guerriers arabes et berbères les plus courageux de la péninsule ibérique, qui refusaient de vivre dans les villes conquises par la Castille et l'Aragon. La population, comprise entre 300 000 et 500 000 personnes, était lourdement taxée pour financer une armée considérable, que l'émir pouvait mobiliser en cas d'invasion de l'un des puissants voisins chrétiens de l'émirat. À la fin des années 1470, alors que les réformes d'Isabelle et Fernando portaient les fruits de la prospérité et de la puissance, la pieuse reine commença à envisager sérieusement ce qui serait nécessaire pour la conquête de Grenade.
Cependant, à la veille de l'an 1481, les Grenadins eux-mêmes allaient prendre une initiative qui donnerait à Isabelle non seulement l'occasion de réaliser son grand rêve, mais aussi l'obligation de le faire. En effet, ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont fait le premier geste audacieux dans la guerre de Grenade. La frontière entre le royaume de Léon-Castille et l'émirat de Grenade était tumultueuse et accidentée. Depuis un siècle et demi, cette zone neutre avait souvent été ignorée par les grandes puissances de l'Ibérie, en particulier pendant la récente guerre de succession de Castille de 1475 à 1479, période durant laquelle les Castillans ne s'étaient même pas donné la peine de percevoir le tribut de l'émir de Grenade. Les seigneurs frontaliers des deux côtés, tant chrétiens que musulmans, étaient souvent laissés à eux-mêmes pour régler les choses à travers des cycles sans fin d'alliances, d'escarmouches, de trêves et de raids. L'un de ces seigneurs frontaliers était le Castillan Rodrigo Ponce de León, marquis de Cadix, une ville située à l'extrémité sud de la péninsule, sur la frontière ouest avec Grenade. Avec des cheveux aussi roux que son esprit fougueux, Rodrigo était devenu connu comme un commandant militaire extrêmement talentueux. Ses troupes se heurtaient fréquemment à ses voisins musulmans. En octobre 1481, il mena un raid assez typique dans le territoire frontalier de Grenade, ravageant les terres jusqu'à la ville de Ronda, la ville musulmane la plus proche des terres castillanes. Cependant, les Grenadins ne répondirent pas par un raid comparable. Au lieu de cela, dans la nuit noire du 26 décembre, un contingent musulman s'approcha furtivement de la forteresse castillane de Zahara. Au milieu d'une tempête hurlante, les Grenadins escaladèrent par les murs de Zahara, prenant la garnison castillane complètement par surprise. Les troupes morts, armées de cimetères, déferlèrent dans la forteresse, tuant tous les Castillans sur leur passage. Seuls quelques chrétiens réussirent à s'échapper en descendant les murs. Au matin, Grenade détenait Zahara, un important château frontalier à seulement 50 000 de Séville. C'était une manœuvre audacieuse, brillamment exécutée, et un témoignage de la vaillance guerrière qui régnait encore parmi les musulmans d'Al-Andalus. Mais cette action attirerait sûrement l'attention du roi Fernando et de la reine Isabelle. Zahara était perché au sommet d'une montagne, surplombant un passage crucial pour entrer et sortir de l'émirat de Grenade, la vallée du fleuve Guadalete. C'est sur ce même fleuve que Rodrigue, roi des Wisigoths, avait mené sa résistance vouée à l'échec contre les armées arabes envahissantes des siècles plus tôt, en 711, à l'aube même de la grande époque de la reconquête espagnole. Depuis les tours de Zahara, on pouvait surveiller clairement la vallée menant vers Grenade à l'est et vers Séville à l'ouest. L'ascension vers la forteresse le long de la montagne est traîtresse, même en plein jour. C'est impressionnant d'imaginer ce groupe de Moors gravir la montagne sous la pluie et dans l'obscurité, et pourtant c'est exactement ce qu'ils ont fait. En s'emparant de Zahara, ils avaient ensuite rendu impossible pour la Castille de lancer une armée contre Grenade. En même temps, Zahara offrait aux Maures une base précieuse à partir de laquelle ils pouvaient les lancer des raids dans la campagne andalouse sous contrôle castillan. En bref, Grenade avait lancé le gant de la guerre. Fernando et Isabelle ne pouvaient tout simplement pas laisser la conquête mort de Zahara en l'état. Le roi Fernando et la reine Isabelle envoyèrent des lettres aux principales personnalités de leur royaume annonçant leur intention de mener la guerre contre l'émirat de Grenade. La lettre suivante, datée du 12 février 1482, fut envoyée au Conseil de Séville. Nous ressentons une immense colère et tristesse pour les chrétiens morts sur place. Car même si la ville et la forteresse peuvent être reprises, comme nous espérons en Dieu qu'elles le seront bientôt, la mort des chrétiens ne peut être réparée. Mais que cela soit clair, nous avons l'intention de faire la guerre aux Maures dans tout le pays. Pendant ce temps, Rodrigo Ponce de León, le marquis de Cadix, prit l'initiative de mener la première offensive chrétienne de la guerre. Dans un geste audacieux, il mena une force d'environ 5000 hommes en plein cœur de l'émirat de Grenade. Cordis mena sa marche avec tant d'habileté que ses troupes ne furent pas détectées,
et dans la nuit du 27 février, il prit la forteresse musulmane d'Al-Hamma complètement par surprise. Les musulmans n'eurent pas le temps d'organiser une véritable défense, et au matin la forteresse était sous le contrôle de Rodrigue. Bien qu'il ait remporté une victoire stupéfiante, Rodrigue se retrouvait maintenant dans la situation impossible de devoir tenir une seule forteresse au milieu du royaume mort. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une armée musulmane n'arrive pour abattre les murs d'Al-Hamma et anéantir les hommes de Rodrigue. Cadix envoya immédiatement un message au monarque catholique à Medina del Campo implorant l'envoi de renforts. Fernando annonça immédiatement son intention de venir en aide à Al-Hamma et partit aussitôt pour Cordoue, où il commença à rassembler une armée. Cependant, Mully Aboul Hassan, émir de Grenade, rassembla à la hâte une force mort comptant des dizaines de milliers d'hommes et attaqua Al-Hamma. Sachant leur roi en route, les chrétiens défendirent âprement les remparts. Le 31 mars, une force de secours castillane, dirigée par le duc de Medina Sidonia, arriva, réduisant considérablement la pression de l'assaut mort. Le marquis de Cadix accueillit le duc à la porte de la ville, et les deux hommes, autrefois rivaux, s'embrassèrent et jurèrent une unité indéfectible dans la lutte contre les Maures. Pendant ce temps, la reine Isabelle se rendit vers le sud, organisant la gouvernance des villes de Castille en son absence. Enceinte de 30 semaines et presque âgée de 31 ans, elle était au sommet de son énergie. Rien ne l'empêcherait d'apporter son soutien personnel aux troupes chrétiennes alors qu'elles se préparaient pour une nouvelle croisade. En avril, elle retrouva son mari à Cordoue, juste au moment où il partait avec 18 000 soldats pour porter secours à Rodrigo de Cadix et à ses hommes. Le 29, le roi marchait sur la ville assiégée d'Al-Hamma. Aboul Hassan recula promptement face à la progression de Fernando. La forteresse fut fortement renforcée par une grande garnison castillane et ses 3 plus splendides mosquées furent converties en églises. La conquête de Cadix fut confirmée. Début mai, Fernando retourna à Cordoue, où lui et Isabelle organisèrent des fonds pour la poursuite de la guerre. Ils donnèrent l'ordre d'amener des navires jusqu'au détroit de Gibraltar afin d'empêcher Grenade d'être renforcée par les royaumes musulmans d'Afrique du Nord. Ils réunirent également le conseil de guerre pour discuter de leur prochaine action. Fernando proposa une attaque contre Loja, la ville la plus importante de l'émirat maure après Grenade elle-même. Le marquis de Cadix n'était pas d'accord, estimant que cela était trop ambitieux pour une première campagne, bien que le maître de Santiago, Alonso de Cardenas, et son neveu Gutière aient soutenu la proposition du roi. Isabelle resta silencieuse pendant ces discussions jusqu'à ce que quelqu'un suggère d'abandonner Al-Hamma, car sa position la rendait difficile à défendre. La reine refusa catégoriquement d'abandonner la forteresse durement gagnée, jugeant cela lâche. Elle avait l'intention de voir toute Grenade sous domination chrétienne et ne céderait pas un pouce de ce qui avait déjà été conquis. Telle était la force du caractère de la reine Isabelle. À la fin du mois de juin, le roi Ferdinand avait rassemblé une cavalerie de 8 000 hommes et une infanterie de 10 000 hommes pour l'assaut sur Loja. Pendant ce temps, le 29e, la reine Isabelle donna naissance à leur 3e fille, Maria. Pourtant, le travail d'Isabelle se poursuivit, et après près de 2 jours supplémentaires d'agonie, la reine mit au monde la jumelle mort-née de Maria, une fille. Ce fut l'un des grands chagrins de la vie d'Isabelle, mais elle l'endura avec grâce et force. Fernando avait refusé de partir tant que l'épreuve d'Isabelle n'était pas terminée, et une fois celle-ci achevée, la reine épuisée fit ses adieux à lui et à l'armée. Le matin du 1er juillet, le roi mena ses troupes hors de Cordoue en direction de Loja. Le 9 juillet, l'armée chrétienne était arrivée devant Loja. La ville était très bien fortifiée, située sur une haute crête avec une campagne accidentée tout autour, rendant toute approche par le nord, l'est et l'ouest impossible. L'armée de Fernando assiégea la ville, mais fit peu de progrès,
tout en étant constamment harcelé par des groupes de raies et de Maures venant des sentiers sinueux de la montagne. Après 4 jours, Fernando ordonna la retraite. Mais pendant le démontage du camp, l'armée fut prise en embuscade par les forces du gouverneur de Loja, Ali Attar. Les chrétiens subirent encore de lourdes pertes, et le roi lui-même faillit être tué lorsqu'il se porta au secours de la division la plus en difficulté de l'armée. 5 jours plus tard, la reine Isabelle reçut la nouvelle de l'échec de Fernando. Elle fut sûrement dévastée, mais n'en montra rien, gardant un visage impassible. Isabelle vivait selon la devise que montrait sa détresse, ne faisait que blesser ses amis et réconforter ses ennemis. Elle était reconnue pour son stoïcisme en temps de crise. Elle avait plutôt tendance à s'attaquer aussitôt à la prochaine tâche cruciale. Dans ce cas, elle s'est lancée dans l'organisation d'une expédition pour ravitailler Al-Hama. En vérité, la forteresse chrétienne isolée d'Al-Hama était en danger. Le gouverneur du château, Luis Portocarrero, rassembla ses hommes pour la défense et ils tinrent les murs face à une violente attaque maure qui suivit la victoire de Grenade à Loja. Le 22 août, Fernando apparut devant Alhama avec une armée de secours, ce qui poussa les assiégeants maures à se retirer. Tout n'allait pas bien dans le camp musulman. Les Maures de Grenade, après leur victoire à Loa, se retournèrent mainco les uns contre les autres. Abu Abdallah, connu des chrétiens sous le nom de Boabdil, se révolta contre son père, le vieux mulet Aboul Hassan. La faction de Boabdil réussit à prendre le pouvoir à Grenade même, tandis que mulet Aboul Hassan s'enfuit à Malaga. Les deux camps accusaient tout l'autre de trahison. Fernando et Isabelle ont apprécié cette évolution. Un émirat de Grenade divisé serait bien plus facile à conquérir. Le roi et la reine d'Aragon et de Léon-Castille ont passé l'hiver à Madrid, organisant les préparatifs d'une nouvelle campagne contre Grenade en 1483. D'autres mauvaises nouvelles étaient attendues au printemps. En mars, une armée de Castillans dirigée par Rodrigo de Cadix et le maître de Santiago a été vaincue lors d'une bataille contre les Maures près de Malaga. Le chef musulman responsable de cette victoire était le frère cadet de Muli Aboul Hassan, Abdallah, connu sous le nom d'El Zeghal, le Vaillant. Le roi et la reine furent stupéfaits, car apparemment la campagne avait commencé comme un raid mené par Rodrigo de Cadix et le maître de Santiago, espérant profiter de la désunion musulmane, mais elle s'est terminée par la plus grande victoire maure depuis des générations. Presque toutes les familles nobles castillanes d'Andalousie perdirent un homme lors de l'affrontement. El Zeghal, un guerrier et général talentueux, s'est révélé être une figure clé dans la progression de la guerre de Grenade. C'était un musulman dévoué qui voyait ses obligations envers Grenade comme un devoir sacré. Il était aussi un commandant de terrain expérimenté, bien habitué à la dureté de la guerre dans la péninsule ibérique. Un tel commandant était clairement un atout pour les Maures dans ce qui s'annonçait comme l'une des guerres les plus féroces du siècle. Boabdil, souverain de Grenade, craignait d'être éclipsé par son oncle, El Zeghal, dont la récente victoire contre les Castillans avait suscité des célébrations dans tout le territoire musulman. Ainsi, le jeune émir Boabdil, lui-même inexpérimenté dans l'art de la guerre, rassembla une armée de cavaliers Maures et marcha vers le nord depuis Lohia, franchissant les montagnes pour pénétrer en territoire castillan. À Lucena, Boabdil trouva ce qu'il était venu chercher, une armée castillane dirigée par le comte de Cabra, seigneur de ces terres. Bien qu'en infériorité numérique, le comte de Cabra exécuta une brillante embuscade surprise. Les Castillans remportèrent une victoire totale, tandis que les Maures subirent de terribles pertes. Alors que ses troupes tombaient tout autour de lui, Boabdil sauta de son cheval et tenta de se cacher dans un buisson d'épines, mais ses vêtements blancs brodés le rendaient très visible. Un fantassin de Lucena, nommé Martin Hurtado, tomba sur l'émir effrayé et, avec un simple poignard, captura le roi de Grenade. Martin et un groupe de ses compagnons traînèrent fièrement Boabdil devant le comte de Cabra, qui n'en croyait pas sa chance. Il détenait désormais le souverain des Maures d'Ibérie.
C'était le 21 avril, et il envoya aussitôt un cavalier porter fièrement la nouvelle au roi Fernando et à la reine Isabelle. La bataille de Lucina fut une grande joie dans toute l'Espagne chrétienne. Elle s'accompagna d'une autre joie, les retrouvailles de la reine Isabelle avec sa fille aînée, la princesse Isabelle. La princesse vivait sous la garde de la tante de la reine, Béatrice, au château de Moura, en compagnie du prince Afonso du Portugal, dans le cadre d'un pacte avec le roi Juan II du Portugal, qui destinait les deux jeunes gens au mariage. Les relations orageuses entre le Portugal et la Castille s'étaient récemment apaisées, et les deux royaumes décidèrent de reporter le mariage afin que le prince Afonso puisse retourner auprès de son père, le roi Juan, et que la princesse Isabelle puisse à son tour retrouver sa famille. La reine Isabelle, connue pour son amour maternel, chevaucha jusqu'à Santa Domingo de la Calzada pour retrouver sa fille aînée. Avec Boabdil sous la garde des Castillans, Mully Aboul Hassan retourna à Grenade et reprit le contrôle de l'ensemble de l'émirat. Cet été-là, Fernando mena de vastes raids à travers le territoire de Grenade autour d'Alhama, puis rencontra le prisonnier Boabdil à Cordoue. Boabdil offrit une soumission totale à Fernando, promettant d'être son fidèle vassal et, s'il était libéré, d'aider les chrétiens contre son père, Mully Aboul Hassan. Fernando et son conseil de guerre décidèrent d'accepter cette proposition, car la libération de Boabdil maintiendrait les divisions parmi les musulmans. Le fils de Boabdil fut gardé en otage à la cour castillane, et Boabdil lui-même fut libéré. Les partisans de Boabdil parmi les musulmans l'installèrent dans une petite région côtière de l'émirat de Grenade, d'où il pouvait poursuivre sa lutte contre son père pour le contrôle de la capitale. Le 17 septembre, un important contingent musulman venu de Zahara mena de vastes raids en direction de Séville, mais il fut intercepté et sévèrement vaincu à Utrera par le seigneur d'Alhama, Louis Portocarrero, dont les troupes, désormais aguerries par leur vie à défendre la forteresse chrétienne isolée, combattirent avec une efficacité et une habileté remarquables. Un mois plus tard, Rodrigo Ponce de Léon, le marquis de Cadix, lança l'une de ses opérations audacieuses caractéristiques. Avec sa rapidité et sa discrétion habituelle, il déplaça ses troupes discrètement vers Zahara, tenue par les musulmans. Imitant la récente prise musulmane de cette forteresse montagneuse imprenable, il mena ses hommes sur le sentier de montagne dangereux et escalada les murs du château en pleine nuit. Rodrigo prit la garnison musulmane complètement par surprise. Avec Rodrigo, lui-même le premier à monter à l'échelle d'assaut, menant ses hommes en tête, les chrétiens se ruèrent dans Zahara, massacrant sa garnison arabe. Il n'a fallu qu'une heure pour que Zahara soit à nouveau sous contrôle chrétien. Ainsi, l'an 1483 s'est terminé comme une année de victoire chrétienne considérable. Fernando et Isabelle ont organisé un grand festin de Noël. Le marquis de Cadix reçut Zahara et fut fait duc pour sa capture incroyable de cette forteresse cruciale. Zahara, située stratégiquement à proximité de Séville et servant de porte d'entrée à l'émirat mort de Grenade, était une possession d'une valeur inestimable pour l'Espagne chrétienne. Au début de l'an 1484, Fernando et Isabelle voyagèrent avec leur fille, la princesse Isabelle, à Tarazona pour assister aux Cortes d'Aragon, l'antique assemblée de la noblesse aragonaise. Le roi et la reine cherchèrent l'approbation du conseil pour le financement à la fois de leur croisade contre les Maures de Grenade et d'une question qui préoccupait grandement Fernando, la récupération du Roussillon du royaume de France. Cependant, les Cortes n'approuvèrent pas le financement des deux projets et Fernando préféra concentrer ses efforts sur le Roussillon. Après les triomphes de 1483, Grenade soutenait Hill, était dans un état affaibli et la croisade pouvait être reportée sans risque. La reine Isabelle s'en remettait à son mari sur presque toutes les questions, mais la cause de la croisade était un domaine sur lequel elle n'était jamais prête à céder. Une chronique de l'époque rapporte les propos d'Isabelle à ce sujet. Il y a 2 ans, la guerre contre les Maures a commencé, au cours de laquelle de grands efforts ont été déployés et d'importantes préparations entreprises sur terre et sur mer à un coût immense.
Compte tenu de tout cela, il semble imprudent de tout perdre en commençant une autre guerre contre les Français. Ainsi, tandis que Fernando préparait sa marche sur le Roussillon, Isabelle partit pour Cordoue, dans le sud, afin de rassembler les nobles de Castille pour les campagnes de 1484 contre Grenade. À la fin du mois de mai, à la grande joie d'Isabelle, Fernando se tourna lui aussi vers le sud, rejoignant sa femme à Cordoue le 29. Le roi avait abandonné ses projets sur le Roussillon et s'était désormais engagé à diriger les ressources de l'Aragon vers la croisade. Le zèle d'Isabelle pour l'ancienne cause de l'Espagne l'avait encore emporté. Pendant l'année et demie suivante, Fernando et Isabelle consacrèrent toutes leurs énergies à la guerre contre l'émirat de Grenade. Des experts en artillerie français furent recrutés pour utiliser les énormes canons appelés « lombards » contre les châteaux de Grenade. Tandis que Fernando agissait comme commandant sur le terrain, Isabelle organisait les lignes d'approvisionnement, veillant à ce que les armées soient bien ravitaillées. Isabelle supervisa personnellement la logistique du transport des énormes canons qui étaient très difficiles à déplacer à travers les cols montagneux d'Andalousie. Mais ces armes étaient irrésistibles et devinrent cruciales dans la guerre de Grenade. Elle organisa également la création d'un hôpital militaire dans chaque camp assiégeant afin que les troupes puissent en faire soigner rapidement leurs blessures. Le 20 juin, les chrétiens conquirent la forteresse d'Alhora, près du site de la victoire d'El Zeghal l'année dernière. Fernando ravagea alors la Vega jusqu'au mur même de Grenade. Muley Aboul Hassan n'osa pas contre-attaquer. Le 21 septembre, Sétanil, une ville qui était aux mains des Maures depuis la conquête arabe au 8e siècle, tomba aux mains de Fernando et Isabelle. Muley Aboul Hassan envoya des supplications désespérées au roi et à la reine, implorant une trêve, mais ses offres furent rejetées. Cette année-là également, le pape Sixte IV mourut à Rome. Sixte avait toujours été un grand soutien pour Fernando et Isabelle, et leur avait accordé à plusieurs reprises des bulles de croisade dans leur lutte contre Grenade. Depuis son échec à Loja, Fernando brûlait d'envie de tenter à nouveau sa chance contre cette place forte clé. En janvier 1485, il mena une armée en direction de Loja, en explorant soigneusement et lentement le chemin devant lui. Mais alors qu'il avançait vers la forteresse montagneuse menaçante, il jugea que la situation n'était toujours pas favorable et ordonna sagement une retraite. Il retourna à Séville, où lui et Isabelle passèrent un hiver heureux entourés de leurs enfants, de leur famille et de leurs amis. Isabelle était particulièrement heureuse d'avoir auprès d'elle son amie d'enfance Béatrice et son mari Andrés Cabrera. La fille aînée de Fernando et Isabelle, la princesse Isabelle, avait maintenant 14 ans et accompagnait presque partout ses parents lors de leurs nombreux voyages. Le duc de Médina Sidonia donna un somptueux festin dans les bois de son domaine où la princesse était l'invitée d'honneur. La reine et sa fille allaient chasser au faucon ensemble, et la chronique de Valladolid tient à nous dire combien la jeune princesse s'est amusée. Plus tard, lorsque la reine Isabelle se trouvait à Cordoue avec ses filles Isabelle et Maria, elle reçut la visite de Boabdil. L'ancien émir de Grenade avait complètement échoué dans sa tentative de reprendre son trône et venait d'être chassé de son dernier bastion côtier d'Almeria par son oncle El Zeghal. Isabelle accorda à Boabdil refuge à la cour castillane. Pendant la saison de Pâques de 1485, Fernando et Isabelle se trouvaient à Cordoue, occupés à préparer une armée de près de 30 000 hommes pour de nouvelles attaques contre l'émirat de Grenade. C'est à ce moment-là, alors qu'Isabelle était totalement concentrée sur la mission sacrée et séculaire de reconquête de son peuple, qu'elle reçut des nouvelles inquiétantes du nord. Un noble rebelle, Rodrigo Osorio, avait assiégé le château de Ponferrada en Galice. Pour Isabelle, cet acte de prédation aristocratique raviva le souvenir du règne désastreux de son frère Henrique IV, marqué par la conduite sans foi ni loi de membres impitoyables de la noblesse. Elle était furieuse et faillit monter elle-même à cheval pour se rendre dans le nord et superviser personnellement la punition d'Osorio.
À la place, elle écrivit aux nobles locaux de Galice, leur ordonnant de mettre immédiatement fin au brigandage d'Osorio. Pendant ce temps, le prochain objectif des chrétiens dans la guerre de Grenade était la ville de Benamachis, qui l'année dernière avait prêté serment de fidélité à Fernando et Isabelle. Cependant, les gouverneurs arabes de la ville avaient depuis renié leur serment et avaient torturé puis tué leurs prisonniers chrétiens. Isabelle et Fernando décidèrent de faire de Benamachis un exemple. À la mi-avril, l'armée chrétienne quitta Cordoue, se dirigeant vers la ville nouvellement conquise d'Alora dans la vallée du Guadalhorce, pour finalement arriver à Benamachis. Fernando ordonna que la ville rebelle soit immédiatement rasée, et un homme en âge de combattre sur 20 fut exécuté. La nouvelle du sort de Benamachis se répandit dans tout l'émirat de Grenade, et le message était clair. Trahir le roi et la reine catholique était des plus imprudents. À quelques kilomètres plus au sud se trouvaient un Cartama et Coïn, qui tombèrent toutes deux rapidement ce même mois. L'exemple de Benamachis avait porté ses fruits, et les deux villes reçurent à des conditions généreuses. L'armée de Fernando était désormais stratégiquement positionnée directement entre deux des villes les plus importantes de Grenade, Ronda, une forteresse de montagne bien fortifiée à l'est, et Malaga, le port le plus important des musulmans à l'ouest. Malaga était tenu par le frère de l'émir, El Zeghal. Fernando fit semblant de se diriger vers la ville portuaire, attirant ainsi une partie des troupes de Ronda vers la défense de Malaga, puis changea rapidement de direction et marcha sur Ronda. Perché au sommet de deux falaises, Ronda enjambait une gorge profonde, avec un ancien pont reliant les deux moitiés de la ville. Une source située à l'extérieur de la ville fournissait à Ronda une abondance d'eau grâce à un aqueduc caché. Lorsque Fernando et son armée arrivèrent devant Ronda, le duc de Cadix était avec lui et montra rapidement au roi l'emplacement de cet aqueduc qui fut aussitôt bloqué. Ainsi, ce n'était qu'une question de temps avant que Ronda ne soit complètement à sec. Mais avant que cela ne puisse arriver, les énormes canons lombards des Castillans ont brisé les défenses extérieures de la ville. Les morts de Ronda ont vite exigé des conditions à Fernando. Une fois de plus, le roi s'est montré généreux, permettant à tous ceux qui le souhaitaient de partir paisiblement pour Grenade ou l'Afrique. Ceux qui restaient ont obtenu le pardon complet, à condition de jurer fidélité à Fernando et Isabelle. Fernando est entré dans la ville à cheval lors de la Pentecôte. Environ 400 captifs chrétiens ont été libérés des cachots. La chute de Ronda, l'une des plaçons fortes les plus importantes de Grenade, fut une étape majeure dans la croisade. Les 400 captifs chrétiens, nouvellement libérés de Ronda, se rendirent à Cordoue, où ils furent reçus en audience par la reine Isabelle et sa fille, la princesse Isabelle. La reine accueillit personnellement chacun des anciens captifs, puis organisa un banquet en leur honneur, où elle leur remit à tous de riches récompenses. Les chaînes qui avaient été retirées à ces chrétiens par les hommes de Fernando furent envoyées par la reine à l'église San Juan de los Reyes à Tolède, où elles furent suspendues au mur en commémoration de la victoire de Ronda. Ces chaînes y sont toujours suspendues. Fernando et Isabelle accordèrent Ronda au noble castillan Antonio de Fonseca et firent transformer sa plus grande mosquée en église Sainte-Marie de l'Incarnation. Le 2 juin 1485, la fête du Corpus Christi fut célébrée à Ronda pour la première fois depuis la conquête arabe de l'Espagne au 8e siècle. Fernando mena ensuite son armée vers la rivière Guadalhorce, nettoyant toutes les forteresses côtières à l'ouest de Malaga. El Zeghal, avec sa puissante armée, refusa de sortir de Malaga pour défier l'avancée de Fernando, tandis que Fernando estimait que son armée était trop épuisée par une année entière de campagne pour attaquer le puissant port musulman. Ainsi, Fernando se retira pour l'instant à Cordoue, après quoi El Zeghal saisit l'occasion de piller les terres autour d'Al-Hama.
Pendant ce temps, Isabelle et Fernando envoyèrent un message au pape Innocent VIII pour l'informer de leur récent triomphe contre l'émirat de Grenade. Le roi et la reine poursuivirent leur croisade au même rythme, mais organisèrent aussitôt une campagne pour l'automne 1485. Le plan était de rassembler une armée à Écija le 30 août pour marcher une fois de plus contre l'antique ennemi. Mais au début de septembre, le comte de Cabra prit une initiative audacieuse en faisant passer ses propres troupes par-dessus les montagnes frontalières pour attaquer le château musulman de Mocline, à seulement 15 milles au nord-ouest de Grenade. Cependant, le rusé Elzegal était prêt pour lui et attendu une embuscade à ses troupes. Le comte a subi une lourde défaite, perdant des centaines d'hommes. Elzegal, pour commémorer sa victoire, fit décapiter tous les cadavres castillans qu'il put trouver. Fernando et Isabelle furent en tout furieux lorsqu'ils reçurent la nouvelle et réprimandèrent le comte de Cabra pour son imprudence. En même temps, ils se rendirent tous deux à Baena, à 40 km au nord-ouest de Mokling, déterminés à punir Elzegal pour sa victoire. Certains membres du clergé et de la noblesse, à la suite du désastre de Mokling, demandèrent l'annulation de la campagne d'automne, mais la reine Isabelle refusa même d'envisager de telles suggestions. Elle insista pour qu'une nouvelle conquête soit faite pour humilier Elzegal. La forteresse de Cambil, sur les pentes nord des montagnes frontalières, fut désignée comme cible. Le 16 septembre, Fernando amena son armée devant Campbell et mit la ville en état de siège. La reine Isabelle, une fois de plus enceinte, arriva avec la princesse Isabelle et le prince Jean, où elle demeura pendant toute la campagne, encourageant personnellement les troupes. Campbell était brillamment fortifié sur une corniche traîtresse, et il serait impossible de la prendre par un assaut direct. Mais les canons lombards allaient sûrement abattre ses murs. Cependant, les routes de montagne se révélèrent trop mauvaises pour transporter les canons encombrants. Pendant que Fernando supervisait le bombardement de la ville, Isabelle, à l'arrière de la zone de combat, dirigeait la recherche d'une meilleure route. Des bergers locaux aidèrent à trouver l'emplacement pour la construction d'une nouvelle route qu'Isabelle ordonna de dégager immédiatement. Une fois la route d'Isabelle terminée, les Lombards furent amenés devant Cambil. En un jour, tout était fini. L'armée chrétienne prit possession de Cambil le 23 septembre 1485. Également en l'an 1485, l'ancien émir de Grenade, Muley Aboul Hassan, mourut, éliminant ainsi un acteur majeur de la guerre de Grenade. Désormais, il reviendrait au frère de l'ancien émir, Elzegal, et à son fils Boabdil d'essayer d'obtenir la victoire pour les musulmans d'Espagne. Pendant ce temps, Isabelle et Fernando se rendirent à Madrid pour la naissance de leur dernier enfant, Caterina, connue dans l'histoire sous le nom de Catherine d'Aragon. Tous leurs enfants se rassemblèrent autour du lit de leur mère pour accueillir leur petite sœur minuscule et braillante. La famille tante resta à Alcalá de Henar, profitant du temps passé avec le nouveau bébé. C'est ici, en janvier 1486, que Fernando et Isabelle furent de présenter à un homme nommé Christophe Colomb par leur ami, le père Antonio Marchena, un prêtre franciscain et astronome. Ce fut la première fois que Christophe Colomb expliqua au roi et à la reine sa vision de l'exploration. Bien que les monarques aient été intrigués par la vision de Christophe Colomb, ils étaient trop préoccupés par leur croisade pour être convaincus par sa cause pour l'instant. Mais ils l'encouragèrent, lui offrant un salaire à la cour pour le retenir en vue d'un éventuel voyage futur. Christophe Colomb espérait qu'une fois la guerre de Grenade terminée, Fernando et Isabelle l'approuveraient pleinement et le soutiendraient dans une expédition. En mars, il y eut un soulèvement contre le règne sévère d'Elzegal à Grenade et Boabdil fut de nouveau élevé sur le trône de l'émir. Une guerre civile féroce s'ensuivit, qui se termina avec Elzegal reprenant une fois de plus le contrôle de Grenade, tandis que Boabdil régnait depuis Loja. L'émirat fut de nouveau divisé en deux.
Après une série de victoires chrétiennes lors de la guerre de Grenade, ce n'était pas la situation idéale pour le dernier État musulman de la péninsule ibérique. Une Grenade divisée pouvait-elle tenir ? En avril, Isabelle et Ferdinand rassemblèrent leur plus grande armée à ce jour, composée de 12 000 cavaliers et 40 000 fantassins. Ils furent rejoints par le croisé anglais Anthony Woodville et sa troupe de 100 archers armés de longs arcs. Isabelle rédigea une lettre que Fernando devait emporter avec lui pendant la marche, écrivant qu'elle baise sa main 100 000 fois pour son engagement indéfectible envers la croisade et pour l'attention qu'il lui porte. L'objectif de Fernando était Loja, l'immense cité montagneuse qui lui avait longtemps échappé. Dès leur arrivée devant Loja, les forces croisées furent confrontées à une contre-attaque des musulmans, qui se solda par une victoire chrétienne. Lorsque les musulmans se replièrent dans leur ville, les Espagnols commencèrent à pilonner les murailles avec leurs canons lombards. Quelques jours après, tout était fini. Boabdil sortit de Loja pour se jeter aux pieds de Fernando. L'ancienne humiliation du roi d'Aragon était vengée. Loja était chrétienne. Fernando écrivit alors à Isabelle, lui demandant de venir personnellement et de voyager avec l'armée, car sa présence renforçait toujours le moral. L'armée organisa un grand banquet en son honneur, lors duquel elle salua les soldats dans une magnifique robe brodée. Le prochain objectif de Fernando était Mauclin, le site de la victoire d'El Zégal sur le comte de Cabra. La ville tomba aux mains des chrétiens à la fin du mois de juin. Le pape Innocent VIII entendit parler de la victoire à Rome et félicita personnellement l'ambassadeur castillan à sa cour. L'émirat de Grenade avait alors perdu environ la moitié de son territoire. Des garnisons espagnoles occupaient des stampes des châteaux à portée de vue des principales villes musulmanes restantes de Malaga et de Grenade. Une victoire totale des chrétiens semblait proche, mais le déterminé et brillant El Zégal n'avait aucune intention d'abandonner. Il planifiait déjà une résistance acharnée contre l'ultime assaut de la croisade. Après des années de campagnes intenses contre les Maures, les armées de Fernando et Isabelle étaient épuisées, leurs fonds limités. Il n'y aurait pas de grande campagne contre Grenade en 1486. En septembre, ils se rendirent au célèbre sanctuaire de Santiago de Compostela, où les souverains chrétiens d'Espagne se rendaient depuis des siècles pour demander l'aide de Dieu contre les Maures. En 1487, le roi et la reine étaient prêts à reprendre les attaques contre l'émirat de Grenade. Le duc de Cadix les rejoignit à Cordoue, accompagné d'autres nobles, où le riche port de Malaga fut choisi comme la prochaine cible évidente. Fernando quitta Cordoue avec une armée de 70 000 hommes en avril, écrivant à Isabelle qu'il détestait être séparé d'elle, ne serait-ce qu'une seule nuit. Le couple était resté uni depuis la chute de Loja, et l'ampleur de leurs épreuves récentes les avait encore rapprochés. Face à cette menace, El Zigal et Boabdil mirent de côté leurs différends et unirent leurs forces pour s'opposer à l'offensive chrétienne. Ils firent venir un contingent d'élite de guerriers nord-africains pour protéger la ville portuaire, que Fernando assiégea le 7 mai. L'armée de Fernando occupa les faubourgs de Malaga, l'encerclant par la terre, tandis que la marine chrétienne bloquait ses ports et la bombardait avec des canons. El Zégal avait installé à Malaga l'un de ses commandants les plus talentueux pour diriger la résistance Ahmed Zéli, connu sous le nom d'El Zegri. Ahmed Zéli avait été l'un des commandants de frontières les plus déterminés et vigoureux durant la longue période précédant la guerre de Grenade. Les chrétiens l'appelaient la terreur des montagnes. Il avait acquis ses compétences en combattant les Castillans lors des escarmouches frontalières dans les régions sauvages de l'émirat. À présent, il était déterminé à mettre son esprit de résistance endurci au service de la défense de Malaga. Au début du siège, Fernando offrit des conditions généreuses à Ahmed Zéli s'il acceptait de livrer la ville, mais le commandant mort refusa continuellement.
Les morts avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient absolument pas céder ce port, l'une des dernières villes importantes qui leur restait d'un. La réputation de la reine Isabelle était déjà bien établie à ce moment-là. Les Maures de Grenade la trouvaient effrayante. Elle les troublait profondément, car dans leur monde, les femmes n'exerçaient généralement pas de pouvoir politique direct. Mais voici qu'une femme déchaînait la colère des royaumes chrétiens contre eux. Ainsi, lorsque les habitants de Malaga apprirent qu'Isabelle était en route pour rejoindre le camp chrétien à la mi-mai, la panique se répandit dans toute la ville. Le bruit courut que la reine avait juré de rester jusqu'à la chute de Malaga. Ahmed Seli donna l'ordre que quiconque proposerait la reddition serait publiquement mutilé et tué. Les combats sans Tel qui étaient sanglants et féroces se sont prolongés tout au long du mois de juin et, en juillet, la faim faisait rage à l'intérieur de Malaga. Elzegal et son armée restaient derrière les montagnes à Guadix et ne montraient aucun signe de vouloir apporter du secours, tandis que Boabdil restait retranché à l'intérieur de Grenade et commença à envoyer des messages à Fernando et Isabelle dans lesquels il essayait de les convaincre qu'il était toujours leur fidèle vassal. Alors que les tirs de canon secouaient leur ville, les habitants de Malaga savaient qu'ils ne pouvaient y compter sur aucune aide extérieure, et chaque jour qui passait, le refus de leur commandant de se rendre ne faisait qu'assurer que la clémence du roi Fernando serait d'autant plus réduite une fois qu'il aurait réellement franchi les murs. Un riche citoyen, Ali Dordogs, rassembla autour de lui une faction qui était en faveur de la reddition. Finalement, le 14 août, Ali et ses partisans s'emparèrent de la citadelle et capturèrent Ahmet Zeli, désormais presque fou, qui parlait encore de résistance mais ne trouvait plus personne pour se battre à ses côtés. Ali contacta immédiatement Fernando et demanda des conditions. Mais à ce moment-là, le roi n'était guère enclin à la clémence. Par le passé, il avait été généreux envers les villes maures qui s'étaient rendues rapidement. Mais Malaga l'avait forcé à mener un siège coûteux d'1 mois qui avait coûté de nombreuses vies. Fernando informe Ali que les défenseurs de Malaga seraient réduits en esclavage ou retenus contre rançon. En réponse, Ali menaça de tuer tous les prisonniers chrétiens de la ville, ce à quoi Fernando répondit que dans ce cas, il tuerait tous les morts de Malaga. N'ayant plus d'autre choix, Ali capitula sans condition le 18 août. La bannière de Santiago fut hissée au sommet de la tour de l'Alcazaba. Une fois qu'il eut effectivement pris possession de la ville, Fernando tint parole. Bien qu'Ali Dordogs et ses proches aient obtenu le pardon, la majorité de la population de la ville fut condamnée à l'esclavage et leurs biens confisqués. Beaucoup furent envoyés au Maroc en échange de captifs chrétiens. Ali Hamid fut exécuté. De cette façon, Fernando fit de Malaga un exemple. Du point de vue du roi et de la reine, la longue résistance de Malaga devait être punie afin que les autres villes de l'émirat de Grenade, sachant le prix à payer pour défier Aragon et Léon Castille. Fernando et Isabelle ont alors ciblé la ville portuaire d'Almeria, le bastion de leur plus grand adversaire, Elzagal. Bien que l'armée de Fernando ait réussi à capturer la forteresse de Vera, la ville d'Almeria elle-même, renforcée par le commandement d'Elzagal, a résisté avec succès à son assaut, et l'année s'est terminée sans conquête majeure. Pendant ce temps, Fernando et Isabelle gagnaient en notoriété dans toute l'Europe. Le savant italien Pierre Martyr a loué leur règne ainsi que la prospérité et la paix qu'ils avaient apportées à leur peuple. La haute noblesse européenne recherchait des alliances matrimoniales espagnoles avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique et le roi d'Angleterre, demandant que les filles d'Isabelle et Fernando épousent leurs héritiers. En 1489, Fernando et Isabelle ont déplacé leur cour vers la ville montagneuse de Jaén, juste au nord de Grenade, d'où ils ont lancé une autre armée pour continuer à frapper la base de pouvoir d'Elzagal autour d'Almeria. Pendant ce temps, l'été fut principalement consacré à progresser vers Baza, forteresse maure-clé d'Elzagal. Baza était située dans une grande forêt, qui elle-même était remplie de fortifications cachées. Les armées de Castille et d'Aragon durent défricher la majeure partie de la forêt pour investir la ville en sécurité, ce qui ne fut achevé qu'à l'automne.
Après plusieurs mois de siège, Baza finit par se rendre le 4 décembre. Avec la chute de Baza, El Zaghal fut essentiellement acculé dans la ville côtière d'Almeria. Le vieux guerrier mort austère avait mis toute son énergie à défendre Baza et il reconnut le moment où il était vaincu. Il proposa de capituler à Almeria. Le 23 décembre 1489, le grand chef mort, vêtu tout de noir, reçut Fernando dans la ville, où il le salua comme roi conquérant et lui remit le contrôle d'Almeria. La grande mosquée de la ville fut transformée en cathédrale. El Zaghal s'embarqua pour l'Afrique du Nord où il finit ses jours. Pendant la guerre de Grenade, El Zaghal fut le plus grand ennemi de Fernando et Isabelle et un vaillant défenseur des musulmans. À présent, son domaine était conquis et lui-même avait disparu. Il ne restait plus rien à conquérir, si ce n'est Grenade elle-même et ses forteresses dépendantes. En janvier 1490, Fernando et Isabelle écrivirent à Boabdil lui demandant de rendre Grenade pacifiquement pour éviter toute violence. L'émir promit de le faire, malgré des mois de retard dans la remise effective de la ville. En réalité, Boabdil n'était pas entièrement libre, car il y avait des factions puissantes à Grenade qui le poussaient à résister, à être à la hauteur de l'esprit des premiers conquérants arabes de l'Espagne, en se battant jusqu'au bout. Ainsi, Boabdil sortit de la dernière grande ville, mort en 1490, et lança une attaque surprise contre les châteaux d'Al-Handin et de Salabreña. Ce fut une action audacieuse et spectaculaire, bien que Fernando ait rapidement repoussé les morts des deux châteaux et, en représailles, ait lourdement pillé la campagne de Grenade. En novembre, Fernando et Isabelle accompagnèrent leur fille aînée, la princesse Isabelle, au Portugal pour retrouver son fiancé, le prince Afonso. Ce dernier, impatient de rencontrer sa future épouse, brisa le protocole selon lequel un marié ne devait pas voir sa fiancée avant le mariage. Après leur mariage, le couple était parfaitement heureux, mais tragiquement, Afonso mourut dans un accident d'équitation en juillet suivant. Sa jeune épouse était dévastée. Cette tragédie était encore à venir en avril 1491, lorsque le roi Fernando et la reine Isabelle, accompagnés de leur fils, le prince Juan, et d'une armée forte de près de 80 000 hommes, plus grande que tout autre dans l'histoire de la Reconquista, partirent pour Grenade avec l'intention de soumettre cette ville, une bonne fois pour toutes. Alors que l'armée s'installait pour le siège, une base militaire permanente, Santa Fe, fut construite près de Grenade, et le duc de Cadix vainquit les morts lors d'une escarmouche à l'extérieur de la ville. Cependant, en août, la nouvelle arriva de la mort du prince Afonso du Portugal, mari de la princesse Isabelle. Et la nouvelle bouleversa la famille royale. Ce même mois, la princesse Isabelle rejoignit sa famille à Santa Fe, inconsolable dans sa douleur, affirmant qu'elle ne se remarierait jamais et qu'elle ne porterait que de la laine grossière pour le reste de sa vie. La reine Isabelle, proche de sa fille aînée, était profondément bouleversée par sa peine, mais gardait toujours une attitude sereine, ne montrant jamais sa tristesse. Elle pensait qu'il était essentiel qu'elle garde son sang-froid pour le moral des troupes. Pendant ce temps, l'armée chrétienne maintenait le siège sans relâche. En septembre, il était évident que Grenade ne tiendrait plus très longtemps. Boabdil insista auprès des monarques catholiques qu'il avait l'intention de se rendre, mais qu'il avait besoin de temps pour habituer son peuple à cette idée, car Grenade comptait encore de nombreux guerriers courageux prêts à se battre jusqu'au bout. Boabdil demanda à Gonzalo de Cordoue, représentant du roi et de la reine, un délai de 6 mois avant la remise de Grenade. Isabelle et Ferdinand s'y opposèrent fermement. En novembre, Boabdil réalisa qu'il ne pouvait plus continuer. Alors que la neige saupoudrait la Sierra Nevada, Boabdil accepta de se rendre fin janvier 1492. Les musulmans de Grenade obtiendraient le droit de pratiquer leur religion et de vivre dans la ville sereinement, ou bien ils pouvaient partir pour l'Afrique. Après s'être entendu avec les rois catholiques, Boabdil trouva sa position à Grenade intenable. La faction mort belliqueuse complotait avec fureur contre sa vie. Il écrivit de nouveau à Isabelle et Fernando, demandant à être autorisé à abdiquer le 2 janvier et qu'un contingent de soldats chrétiens entre dans la ville la veille au soir pour protéger sa propre vie. Fernando et Isabelle acceptèrent cela.
À l'aube du 2 janvier, l'ancienne porte de Grenade, la dernière fortification d'Ibérie à résister à la Castille et à l'Aragon chrétien, fut ouverte à un groupe de chevaliers espagnols sous la direction de Gutierre de Cardona, l'un des commandants les plus dignes de confiance d'Isabelle. Bobdil les accueillit en personne, donnant à Gutierre un document où il renonçait officiellement à la ville. Gutierre érigea d'abord un autel au centre de l'Alhambra où un prêtre et sa compagnie célébrèrent immédiatement la messe. Les hommes de Gutierre s'emparèrent de l'Alhambra. 3 coups de canon furent tirés, annonçant que Grenade était aux mains des chrétiens. À présent, toute l'armée chrétienne sortit du camp de Santa Fe en direction de Grenade. À 3 heures, ils arrivèrent, le roi et la reine en tête. Eux et leurs nobles étaient vêtus de leurs plus beaux atours, parés de bijoux, de soie et de brocart, tandis que les soldats arboraient des armures et des armes brillamment polies. Fernando chevauchait en tête, Isabelle derrière lui avec leurs enfants. Bobdil s'avança et remit les clés de la ville entre les mains de Fernando, puis se soumit devant le roi d'Aragon. Fernando remit les clés à Isabelle, qui les donna au prince Juan, lequel les transmit au comte de Tandilla, l'homme choisi par le roi et la reine pour gouverner Grenade. Hernando de Talavera, confesseur d'Isabelle, fut nommé évêque de la ville. La famille royale entra alors à Grenade, suivie par toute l'armée. Ils furent accueillis par une procession de chrétiens, jadis prisonniers à Grenade, libérés par Isabelle et Fernando. Isabelle accueillit les chrétiens avec une grande joie, puis les fit immédiatement conduire à Santa Fe, où ils furent nourris et comblés de cadeaux. Hernando de Talavera monta dans la haute tour de l'Alhambra, où il dressa une croix et s'écria « Ave Cruz, Bes Unica, salut à la croix, notre unique espoir ». Ensuite, la bannière du roi et de la reine, ainsi que le drapeau de Santiago, furent tissés au-dessus de la citadelle. Les trompettes retentirent, les canons firent feu, et les chrétiens se répandirent dans toute la ville en chantant joyeusement. Pendant ce temps, la population morte de Grenade observait en silence et avec horreur, alors que leur ville, la dernière cité d'Al-Andalus, passait sous le pouvoir chrétien. Pour les 2 camps, ce fut un moment d'émotion profonde. Boabdil lui-même, accompagné de sa famille et d'un groupe mélancolique de Moors qui refusaient de rester dans un royaume chrétien, quitta Grenade. Lorsqu'il atteignit le bord des montagnes, il se retourna pour jeter un dernier regard sur la ville éclatante de ses ancêtres, les larmes aux yeux. Sa mère, Zoraya, selon certaines sources, lui aurait dit « Tu pleureras comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ». Ainsi s'acheva la carrière du dernier souverain musulman d'Al-Andalus. Il se retira au Maroc, où il mourut de nombreuses années plus tard. Les chroniqueurs nous disent que les conquérants versèrent des larmes de joie. Pour Isabelle, ce fut le moment le plus important de sa vie, lorsque elle et Fernando mirent un terme à la Reconquista, la lutte séculaire des chrétiens d'Espagne pour reprendre les territoires auparavant conquis par les Arabes sur les Wisigoths. En 722, Pelayo des Asturies avait commencé la lutte avec sa victoire dans les montagnes les plus au nord de Covadonga. Maintenant, en 1492, l'histoire s'est terminée dans les montagnes du sud-est, avec une croix dressée sur la grande forteresse nasride de Grenade, l'Alhambra.